Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale. Comment prendre sa place de manière saine tout en respectant celle des autres? Un sujet évidemment qui nous touche tous, que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou même dans nos interactions quotidiennes. Pourquoi est-ce si difficile parfois de se positionner sans empiéter sur le territoire des autres? Ou alors, à l'inverse, laisser les autres empiéter notre territoire en ayant du mal à se faire respecter? Est-ce que le manque de confiance en soi nous fait hésiter à affirmer nos besoins? Ou bien est-ce que c'est la peur du rejet, du jugement qui nous empêche de nous affirmer pleinement? Comment trouver cet équilibre entre s'affirmer et respecter les autres? Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ont du mal à prendre leur place, ce qui les empêche de le faire de manière saine et surtout comment on peut y parvenir. Alors, comment savoir où commence notre territoire et où finit celui des autres, parce que c'est un peu ça la question, et comment naviguer dans cette dynamique sans se sentir coupable, sans perdre son identité, tout en préservant celle des autres. Donc, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Je suis Fanny, thérapeute spécialisée en mémoire transgénérationnelle, constellation familiale, psychogénéalogie. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'anime des constellations, des stages de libération transgénérationnelle. Et à travers ce podcast, je vous partage mes connaissances, mon expérience et mes réflexions. J'espère vraiment vous aider à observer vos propres dynamiques familiales, à conscientiser ce qui entrave votre épanouissement. Et si ce podcast vous plaît, je vous remercie de le soutenir en likant, en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait, évidemment en partageant aux gens qui en auraient besoin. D'ailleurs, à ce sujet, le prochain stage qui s'appelle le chemin des ancêtres aura lieu le 29, 30 et 31 mars à côté d'Angers. Donc, lors de ce stage, l'idée, justement, on va travailler sa place. Comment prendre sa place, sa juste place? Comment se libérer des loyautés invisibles? Comment se libérer des poids, des charges, des secrets, des non-dits de notre famille, de nos ancêtres? Tout ce qui en fait entrave notre quotidien de façon complètement inconsciente. L'idée de ce stage, c'est vraiment justement de ramener à la conscience tout ce qu'on fait de façon inconsciente pour pouvoir se libérer et faire ses choix, ses propres choix en conscience. Donc si le stage vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les infos en barre d'information du podcast. Mais revenons à notre sujet du jour qui est comment prendre ma place en respectant celle des autres, en me respectant moi évidemment. La première chose qu'on peut regarder en fait, c'est quelles sont les causes psychologiques quand on ne réussit pas à prendre sa place sainement. Alors il existe plusieurs causes psychologiques qui peuvent empêcher une personne de réussir à prendre sa juste place de manière saine, c'est-à-dire donc sans empiéter sur le territoire des autres, sans qu'ils se sentent envahis. Et ces causes en fait, elles peuvent être multiples et variées d'une personne à l'autre. Je vais vous donner plusieurs pistes. Les premières clés, ça va être le manque de confiance en soi. Si vous avez une faible estime de vous-même, ça peut rendre difficile le fait de s'affirmer et de prendre sa place dans un groupe ou dans la vie même en général. Donc les personnes qui ont une faible confiance en elles, elles peuvent avoir l'impression que leur présence ou leur opinion ne sont pas importantes ou qu'elles ne méritent pas d'être entendues. Et ça peut les amener à se retirer ou à éviter de se positionner dans les relations ou dans les situations sociales. La deuxième clé, ça peut être la peur du conflit ou de l'affrontement. Certaines personnes, en fait, évitent de prendre leur place par crainte du rejet, du conflit ou d'une confrontation et elles vont préférer se soumettre ou se laisser dominer pour éviter les tensions, ce qui peut nuire à leur capacité de s'affirmer de manière saine. En fait, cette peur, elle peut être liée à une expérience antérieure, généralement on la trouve dans l'enfance, où l'affirmation de soi a été mal perçue ou alors a entraîné un conflit important. Du coup, la personne a grandi en se construisant avec la croyance de « il faut pas faire de bruit », mieux vaut être invisible, il faut rien dire, etc., etc. Donc, du coup, cette personne, elle pourra pas prendre sa place. Clé, le souci de plaire aux autres. Une personne qui cherche constamment à plaire ou à être appréciée, elle peut avoir du mal à prendre sa place de manière authentique. Elle peut avoir tendance à s'effacer pour répondre aux attentes des autres, à oublier ses propres besoins et à sacrifier son identité, évidemment, pour éviter les jugements. Et ça peut empêcher de s'affirmer librement. Surtout si dans le code familial de votre famille d'origine, c'était important que vous plaisiez, que vous avez bien enregistré que pour être aimé, il faut plaire, donc répondre aux attentes des autres, forcément, vous avez pris l'habitude de vous adapter, voire de vous suradapter, donc vous n'êtes plus en lien avec vos propres besoins. Donc la priorité à chaque fois, c'est qu'est-ce que l'autre veut de moi pour que je puisse répondre à ses attentes, donc lui plaire, donc être aimé.
Ce qui m'amène à ma quatrième clé, c'est-à-dire l'éducation ou les conditionnements familiaux. Les messages reçus durant l'enfance jouent un rôle majeur dans notre construction d'adulte. Par exemple, si une personne a grandi dans un environnement où elle n'était pas encouragée à s'exprimer ou à prendre des décisions pour elle-même, elle peut avoir du mal à se positionner dans sa vie d'adulte. Des parents qui, par exemple, ont été très autoritaires ou au contraire trop permissifs peuvent influer sur la capacité à développer une posture assertive. Je donne quand même la définition de assertive ou assertif. En fait, ça fait référence à une attitude ou un comportement qui consiste à exprimer ses opinions, ses besoins, ses désirs, ses sentiments, mais de manière claire et directe, et évidemment respectueuse, sans être agressif ou passif. C'est-à-dire qu'une personne assertive, elle sait défendre ses droits tout en respectant ceux des autres, et elle exprime ses idées et ses sentiments avec confiance sans chercher à dominer ou à se soumettre. On n'est pas dans les excès en fait. Donc en résumé, si être assertive, c'est trouver un équilibre entre l'aisance à exprimer ses pensées et la capacité à écouter et à respecter celles des autres. Donc en gros, c'est un équilibre qu'évidemment, quand on l'a, on se sent beaucoup mieux dans ses pompes. La cinquième clé, ce sont les croyances limitantes. Les croyances négatives qu'une personne peut avoir sur elle-même, alors par exemple, ça peut être je suis pas assez intelligente, je suis pas capable, je suis pas assez belle, ceci, cela, elles peuvent limiter sa capacité à s'affirmer. Ces pensées peuvent entraîner une tendance à se minimiser, à se comparer négativement aux autres ou à éviter de prendre des initiatives. C'est toujours hyper intéressant d'analyser son système de croyances parce qu'en fait, c'est là où on peut mettre de la conscience justement sur ces croyances qu'on se traîne des fois qui sont même pas à nous, qui sont transgénérationnelles ou qui sont à nous du fait de notre vécu par rapport à ce qu'on a expérimenté dans cette vie. Mais quand on a vraiment conscience de ce qui se joue au niveau de notre système de croyances, on peut prendre conscience à quel point on est limité dans notre façon de penser. Et quand on en a conscience, on peut déverrouiller ces croyances limitantes de façon à en mettre, je dirais, des plus positives à la place, des plus ouvertes, pour pouvoir aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous épanouit. Sixième clé, les traumatismes ou les blessures émotionnelles. Donc les expériences passées traumatiques comme un rejet, des moqueries ou des humiliations peuvent rendre difficile le fait de se positionner. Une personne qui a vécu un traumatisme psychologique, comme l'abus ou la négligence, elle peut avoir développé des mécanismes de défense qui la poussent à se mettre en retrait ou à éviter de prendre sa place dans les situations sociales. Septième clé, la crainte de l'échec ou du jugement. La peur de l'échec ou de l'évaluation négative par les autres, ça peut également empêcher quelqu'un de prendre sa place. Si on a l'impression que tout ce que l'on doit faire doit être parfait ou validé par autrui, ça peut paralyser l'expression de soi et limiter la capacité à s'affirmer dans des situations quotidiennes. Et ça, c'est hyper important parce que si on vous a toujours appris que vous étiez jamais assez bien et qu'il fallait toujours plus, évidemment, on va pas prendre le risque, si c'est pas nickel, de prendre sa place et de s'affirmer. Huitième clé, le manque de modèle ou de référence. Certaines personnes n'ont pas eu de modèle de comportement assertif dans leur environnement social ou familial, donc elles peuvent donc ne pas savoir comment prendre leur place de manière saine. Et n'ayant pas appris à équilibrer les besoins personnels et ceux des autres, sans exemple en fait de comportement approprié, il est difficile de savoir comment s'affirmer. En gros, on m'a pas montré le mode d'emploi, que ce soit mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, machin. Donc, j'arrive dans ma vie d'adulte, je ne sais pas faire. Neuvième clé, la surprotection ou l'hypercritique des proches. Alors ça, l'hypercritique des proches, c'est quelque chose que je vois très fréquemment, c'est hyper destructeur. Quand tu es constamment surveillé, jugé ou critiqué par des proches, que ce soit ton père, ta mère, tes sœurs, ton frère, machin, ça peut également entraîner des blocages. Une personne peut internaliser ses critiques et ne plus oser prendre sa place de peur d'être constamment comparée ou de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Puis alors ça fait des dégâts sur la confiance en soi. Quand ta mère, elle t'a toujours expliqué à quel point t'es pas assez bien habillé, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, ou une autre personne de ton entourage, ou plusieurs, parce que ça peut être plusieurs aussi. Je l'ai vu l'autre jour, j'ai accompagné une personne, sa mère était tout le temps dans l'hypercritique, et ses grandes sœurs aussi, tout le temps dans l'hypercritique. Donc cette jeune femme, en fait, elle se retrouvait a pu savoir comment être pour plaire aussi à tout le monde, et elle avait internalisé, donc comme je l'expliquais, tous ces jugements de valeur, tous ces gna typiquement féminins quand même pour beaucoup, et qui finalement ont détruit
ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Donc maintenant, pour sortir qui elle est vraiment, c'est extrêmement compliqué. C'est un peu comme si, vous savez, elle avait tout le temps sur l'épaule ses sœurs, sa mère en train de faire gna gna gna, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, là t'as pris du poids, là machin. Vous voyez, ce genre de petits démons là qu'on a sur l'épaule, des fois qu'on peut entendre. Donc là, typiquement, dans ce cadre-là, évidemment qu'il faut déprogrammer ça. Alors ça se déprogramme, hein. J'espère que je vous déprime pas, mais ça se déprogramme, que ce soit en hypnose ou avec les constellations. Enfin bon, il y a plein de moyens de le faire, de façon à pouvoir écouter sa propre voix intérieure. C'est plus celle de maman ou celle de mes sœurs qui parlent, c'est ma voix intérieure. Moi, qu'est-ce qu'elle me dit? Mon intuition, où est-ce qu'elle me guide? Si je me débarrasse finalement de ces personnes, entre guillemets, qui m'ont mis plein d'idées dans la tête de « je ne suis pas assez bien, il faut toujours que je corresponde ». 10e clé, l'anxiété sociale ou l'agoraphobie. C'est-à-dire que l'anxiété sociale ou les troubles associés peuvent rendre extrêmement difficile l'affirmation de soi. Les personnes atteintes d'anxiété sociale ont souvent peur d'être jugées ou rejetées par les autres, ce qui les pousse à éviter de prendre leur place ou de s'impliquer pleinement dans les interactions sociales. 11e clé, la dissonance entre valeurs et attentes sociales. Alors ça, c'est très amusant. Parfois, une personne elle peut avoir des valeurs personnelles qui sont en complet décalage avec les attentes sociales ou culturelles. Et en fait, ça va créer une tension intérieure qui empêche la personne de prendre sa place, par peur d'être perçue comme différente, marginale, ou d'être jugée par ceux qui, finalement, n'adoptent pas le même système de valeurs. Donc là, voilà, c'est comment je prends ma place, en fait, par rapport à un cadre qui ne me correspond pas. Donc en résumé, les difficultés à prendre sa place, elles peuvent résulter d'un mélange de facteurs internes, donc comme le manque de confiance en soi, les croyances limitantes, etc., mais aussi de facteurs externes, comme les traumatismes du passé, l'environnement familial, l'anxiété sociale. Et en fait, travailler sur la confiance en soi, l'affirmation de soi et la compréhension de ses propres besoins, et ses limites aussi, peut grandement aider à surmonter ces obstacles et apprendre à prendre sa place de manière respectueuse et équilibrée. Donc dans ce cadre-là, ce que je disais, un accompagnement thérapeutique peut être extrêmement bénéfique de façon à surmonter ces problématiques. Alors il y a une question qui m'est fréquemment posée en thérapie quand j'accompagne les gens. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de développer cette question. Comme ça, si ça peut vous aider, que vous vous sentez en résonance. La question, c'est en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à une personne qui prend sa place en faisant des coups bas et qui est hypocrite ? J'ai un nombre de personnes qui me posent cette question. Souvent, les personnes qui ont du mal à prendre leur place, elles se sentent beaucoup envahies par les autres. Et alors d'autant plus si vous êtes, je sais pas, par exemple avec un collègue qui a la même problématique, qui ne sait pas prendre sa place non plus de façon saine et équilibrée, et qui fait ses coups par derrière. Parce que ça, c'est quand même pas agréable. Et puis alors là, pour avoir une grosse colère derrière, c'est quand même idéal. Et après, des conflits. Donc, j'ai trouvé intéressant vraiment de vous donner encore plusieurs clés pour pouvoir répondre à cette question. La première clé, lorsqu'on est vraiment confronté à cette personne qui prend sa place en faisant des coups bas, en étant hypocrite, en fait, ça va être de reconnaître la manipulation et l'hypocrisie. La première étape, c'est vraiment ça. Je reconnais qu'il s'agit d'un comportement toxique. Une personne qui utilise des coups bas pour prendre sa place ou alors qui fait preuve d'hypocrisie, souvent cette personne, elle agit dans un but égoïste. Le but, c'est quoi? Ça va être de dominer, de manipuler ou manipuler les perceptions des autres à son avantage. Et ça peut être difficile à accepter, mais il va être essentiel de se rendre compte que cette personne, elle cherche probablement à se donner une place en rabaissant ou en trahissant les autres. Mais alors, que faire? Eh bien, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est ne pas laisser cette personne redéfinir votre réalité ou vous faire douter de vous-même. Parce que la manipulation, dans ce cadre-là, elle est terrible, surtout si vous êtes hypersensible. Les hypersensibles ont aussi cette capacité à être facilement manipulables, ce qui veut dire que vous êtes sûr de vous et finalement la personne elle va réussir à vous lobotomiser pour que vous pensiez dans son sens. Ah ça c'est terrible. Donc l'hypocrisie et les coups bas, ils visent souvent à semer le doute et à déstabiliser les autres. Donc essayez de rester centré sur vos propres valeurs, vos besoins, vos objectifs, sans vous laisser entraîner dans une dynamique négative. Et bien souvent, faites confiance à vos ressentis dans ces moments-là. La personne peut tout à fait vous retourner la tête en vous expliquant à quel point finalement c'est vous qui avez un problème alors qu'à la base c'est pas vous. Et là en fait, essayez de ressentir corporellement vos sensations, quelle émotion monte. Des fois la tête elle peut entendre, comprendre et être d'accord avec une personne et vous raconter tout un truc super positif.
mais en fait, intérieurement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui déconne, qui va pas du tout, et vous n'êtes pas du tout en accord avec ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui est complexe dans l'être humain, c'est qu'en fait, on est fait un peu de plusieurs couches. Je reviens sur mon histoire de millefeuille. On a une psyché, on a un corps, on a de l'énergie, on a des émotions, des sentiments. On est fait de tout un tas de paramètres, ce qui fait que dans ces moments-là, surtout quand on est manipulé, il est essentiel de rester bien ancré dans son corps et de voir qu'est-ce qui me raconte mon corps. Ma tête, ok, elle écoute et puis elle est en train de se laisser manipuler, mais le corps, lui, va vous ramener à une vérité. Si le corps, c'est pas ok, là, je me sens pas très bien, tiens, ça me retourne un peu le bide. Ah, je sens que j'ai des émotions pas très agréables qui commencent à arriver. Bah, cherchez pas, vous êtes en train de vous faire manipuler, vous êtes face à quelqu'un de toxique qui est en train d'essayer de vous démonter intérieurement pour vous montrer à quel point, en fait, c'est vous qui avez tort et lui qui a raison. Donc surtout, restez bien sur vos positions en étant bien centré sur ce que vous ressentez. Un autre point essentiel, ça va être de ne pas se laisser entraîner dans la compétition. Une personne hypocrite et manipulatrice peut chercher à vous entraîner dans des jeux de pouvoir ou à vous provoquer pour obtenir une réaction. Alors l'une des stratégies les plus efficaces dans ce cas, c'est de ne pas répondre à la provocation, même si je sais que c'est pas facile, et de garder son calme. Ne vous laissez pas prendre dans cette dynamique de compétition malsaine, surtout si vous êtes dans le cadre professionnel. Je dirais le cadre perso, bon c'est autre chose, mais si vous êtes dans le pro, surtout essayez de rester maîtresse de vous-même pour ne pas vous laisser embarquer dans ces jeux de pouvoir. Donc l'essentiel, ça va être de garder un équilibre émotionnel, éviter de vous laisser affecter par leurs réactions, restez calme et assertif surtout, et prenez votre place sans tomber dans le piège de la confrontation indirecte ou de l'escalade du conflit, parce qu'après vous allez vous mettre à mal, surtout si c'est dans le pro. Donc il va être important de mettre des limites claires. Les personnes manipulatrices ou alors hypocrites, elles peuvent avoir tendance à franchir vos limites, parce qu'elles savent que vous pourriez être trop poli ou trop gentil ou trop accommodant pour les repousser. Donc il faut vraiment poser des limites saines, ça va être essentiel pour protéger votre bien-être. Vraiment, je sais que c'est pas facile, parce qu'à chaque fois que je dis ça, que je le recommande, parce que c'est quand même très efficace, je sais que les gens me disent « Ah oui, mais c'est compliqué pour moi, surtout si vous avez un manque de confiance, si l'affirmation, c'est pas facile. » Apprenez à poser des limites claires et respectueuses. Si cette personne vous fait du tort ou agit de manière injuste, ne laissez pas la situation perturber sans prendre position, parce que ça va pourrir, ça va être de pire en pire, et souvent j'ai des gens qui finissent en burn-out comme ça. Il va être important de définir ce qui est acceptable ou non dans vos interactions et de défendre votre espace personnel. Parce que je vous le rappelle aussi que ça, au bout d'un moment, ça peut aussi finir et tourner en harcèlement si on ne pose pas des limites claires et bien définies. Et après, derrière, effectivement, on peut faire des dépressions, des burn-out, enfin plein d'autres choses et se sentir très mal. Et après, derrière, il faut se reconstruire. Donc, alors que si vous posez directement des limites saines en fonction de vos besoins, toujours en vous respectant et en respectant l'autre, vous allez voir que vous allez gagner du temps et la personne va se calmer. Si elle ne se calme pas, c'est que les limites, elles sont pas claires. Donc définissez bien votre périmètre de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est pas par rapport à vos besoins. Et il est important de ne pas prendre la situation de manière personnelle. Les personnes qui utilisent les coups bas et font preuve d'hypocrisie, elles ont souvent des insécurités sous-jacentes. Ce qui veut dire que leur comportement, il peut être un reflet de leur propre lutte intérieure, de leur manque de confiance en elles aussi, ou de leur besoin de se valoriser aux dépens des autres. Toujours un spécialiste de « je vais t'écraser pour mieux prendre ma place, je vais te piétiner ». Donc l'idée, ça va être d'essayer de prendre leurs actions, pas personnellement justement, que ça leur appartient. En fait, c'est ça l'idée, c'est garder en tête que tout ce qu'elles font, ça leur appartient. C'est pas vous le problème, c'est juste un effet miroir. Elles sont en train de faire un transfert sur vous. Donc leur comportement, il est plus une indication de leur propre instabilité que de la valeur que vous avez. C'est pour ça qu'on dit toujours « n'en fais pas une affaire personnelle ». C'est un des accords Toltec, mais il est très vrai. La personne, quand elle est hypocrite ou qu'elle vous fait des coups bas, c'est d'elle dont elle parle, c'est pas de vous. Donc laissez pas entacher votre valeur personnelle pour quelqu'un qui n'arrive pas, à s'équilibrer, on va dire ça comme ça, et se respecter. Donc ça vous aidera à pas vous laisser affecter émotionnellement par leur toxicité. Et il va être aussi essentiel d'adopter une approche stratégique. Donc lorsque vous êtes confronté à un ou une hypocrite, il est souvent préférable de garder une certaine distance émotionnelle. Vous pouvez choisir de ne pas entrer dans leur jeu, mais aussi de garder une certaine prudence dans vos interactions avec eux. Si vous êtes dans une situation professionnelle ou sociale,
Vous êtes obligé en fait de continuer à interagir. Il est parfois nécessaire de rester diplomate tout en étant vigilant. Donc, utilisez votre discernement. Restez poli, mais gardez vos distances. Évitez de partager des informations personnelles ou sensibles et ne vous laissez pas entraîner dans des conversations qui peuvent devenir manipulatrices. Donc, on va concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment. Il est facile de se laisser obséder par le comportement de quelqu'un qui vous agresse indirectement, mais il est essentiel de garder l'attention sur vos propres objectifs et valeurs. Si cette personne cherche à vous déstabiliser ou à vous faire perdre un peu votre équilibre, rappelez-vous que vous avez le contrôle de votre propre chemin. Donc, réinvestissez votre énergie dans des activités qui vous nourrissent, qui vous font grandir et qui vous rapprochent de vos aspirations. Et perdez pas votre temps à lutter contre cette personne de manière inutile. Après, si cette personne vous met beaucoup en colère et que du coup, vous pouvez pas libérer cette colère parce que c'est dans le cadre du boulot ou autre, surtout, gérez-la, votre colère. Faites du shaking, bougez, chanter, danser, allez marcher, allez courir, faites du sport, quelque chose, mais allez décharger cette colère. La colère, elle est très, très corporelle. Pour moi, c'est l'émotion qui est la plus corporelle. Quand je suis en colère, je n'ai aucune envie de me mettre en posture du lotus et de faire une méditation. Enfin, moi, ça marche pas comme ça chez moi. Ça ne fonctionne pas de toute façon. Il est essentiel, moi, quand j'ai une colère, qu'il y ait une décharge physique qui s'opère de façon à libérer cette colère. Et si je la prends en charge et qu'elle s'est libérée, je vais déjà beaucoup mieux et je réfléchis mieux. Quand on baigne dans une émotion, surtout la colère, elle peut nous emmener à faire tout et n'importe quoi. Elle peut même se transformer en violence. La colère n'est pas la violence. Pour moi, c'est des choses complètement différentes. Mais une colère qui n'est pas exprimée, qui n'est pas sortie et qui est intense, tôt ou tard, si vous la gérez pas, elle va se transformer en violence. Alors ça peut donner des insultes, de la vulgarité, voire de la violence physique. Donc l'idée, c'est pas de tomber là-dedans, c'est ok, je suis en colère, la colère m'indique qu'il est temps que je pose des limites et qu'il est temps que je la décharge, cette colère, de façon saine pour me faire du bien, pour pouvoir avoir ce discernement et pour pouvoir penser de façon claire. Parce que quand je suis dans une émotion intense, je perds ma lucidité et la clarté de mon esprit. Donc je décharge ma colère et après je vais pouvoir réfléchir sainement à comment je fais, comment je pose mes limites, comment je peux avoir plus de discernement sur ce qui se passe. Et si la situation est trop complexe et que vous n'arrivez pas à gérer seul, et il n'y a pas de mal à demander de l'aide dans ces moments-là, évidemment, c'est bon d'avoir du soutien. Lorsque vous êtes confronté vraiment à ce genre de personnes, il peut être utile de partager vos expériences avec des amis de confiance, des collègues ou même un thérapeute. Et parfois, le simple fait d'en parler à quelqu'un d'extérieur, ça peut vous offrir une nouvelle perspective plus claire et puis des conseils pratiques aussi pour mieux gérer la situation. Vraiment, cherchez du soutien auprès des personnes qui vous respectent et qui vous comprennent. Elles pourront vous offrir des conseils objectifs et vous aider à maintenir une perspective saine de la situation. Donc si je résume, lorsqu'on est confronté à une personne qui prend sa place en faisant des coups bas ou en étant hypocrite, il est important de rester ancré dans ses valeurs, de poser des limites fermes, claires et saines, de ne pas se laisser entraîner dans le jeu de la manipulation, de rester calme, concentré sur vos propres objectifs et n'hésitez pas à chercher du soutien si nécessaire. L'essentiel vraiment, c'est de ne pas permettre à cette personne de définir votre place ni de nuire à votre bien-être. Et évidemment, le point ultime et important pour moi, quelles sont les causes transgénérationnelles ? Et donc ces causes transgénérationnelles des difficultés à prendre sa place de manière saine, elles peuvent être liées à des schémas familiaux, à des traumatismes non résolus, à des croyances transmises à travers les générations. Et ces schémas, ils peuvent se manifester dans la manière dont une personne interagit avec son environnement et dans ses relations, souvent sans qu'elle en soit consciente. Donc là, encore une fois, je vais vous donner quelques exemples par rapport aux causes transgénérationnelles. Une des premières causes, ça va être les modèles de comportements familiaux. En fait, les comportements de tes parents ou des figures d'autorité influencent grandement la manière dont tu prends ta place. Si dans une famille, les membres ont toujours eu tendance à s'effacer ou alors à dominer, ces comportements peuvent être reproduits inconsciemment par les générations suivantes. Par exemple, une personne issue d'une famille où l'assertivité était perçue comme une forme d'arrogance, cette personne elle va avoir du mal à s'affirmer, elle va craindre en fait de déranger ou de nuire à l'harmonie familiale. Une cause, le transfert des croyances limitantes.
Les croyances profondes qui circulent au sein d'une famille peuvent être transmises d'une génération à l'autre et créer des blocages. Par exemple, des phrases comme « il ne faut pas déranger les autres » ou « les autres sont plus importants que toi ». En fait, elles peuvent être répétées au sein de la famille et intériorisées par les enfants qui les porteront avec eux toute leur vie. Ces croyances, elles peuvent empêcher une personne de prendre sa place de manière saine en lui faisant croire qu'elle n'a pas le droit à l'espace ou à l'attention. Autre chose que sont les traumatismes non résolus. Des traumatismes vécus par des générations précédentes, comme des violences, des abus, des pertes ou des conflits familiaux, peuvent avoir des effets transgénérationnels. Par exemple, un parent qui a été victime de maltraitance pourrait inconsciemment transmettre des schémas de soumission ou de peur du rejet à ses enfants. Ces enfants pourraient à leur tour avoir des difficultés à s'affirmer ou à prendre leur place de manière saine, car ces traumatismes ont laissé des traces invisibles dans le système familial. On retrouve aussi dans les causes la hiérarchie familiale rigide. Certaines familles ont des structures très hiérarchisées où les rôles sont strictement définis. Par exemple, l'aîné doit toujours être responsable, ou les parents ne doivent jamais être remis en question. Si un enfant grandit dans une telle dynamique, alors il ou elle peut avoir du mal à se positionner dans d'autres contextes sociaux, car l'idée de partager ou de contester des rôles peut sembler vraiment inconfortable ou inappropriée. Et ce manque de flexibilité dans les rôles familiaux, il peut entraîner des difficultés à s'affirmer dans la vie d'adulte. 5e cause, la culpabilité et la loyauté familiale. Dans certaines familles, des sentiments de culpabilité ou de loyauté excessive peuvent empêcher les membres de s'affirmer. Par exemple, un enfant qui ressent, que ses besoins doivent être toujours passés après ceux des parents ou des membres de la famille, peut avoir du mal à prendre sa place par crainte de trahir sa famille. Ces dynamiques de loyauté excessive, elles peuvent se transmettre de génération en génération et elles vont créer des blocages psychologiques qui empêchent les individus de s'affirmer pleinement. 6e cause, la non-valorisation de l'individualité. Dans certaines cultures ou familles, l'accent est mis sur le groupe plutôt que sur l'individu. La notion de prendre sa place peut être perçue comme égoïste ou déplacée. Donc par exemple, dans des familles où l'idéologie collective va primer sur l'individuel, les membres peuvent être élevés dans l'idée que leurs besoins personnels sont moins importants que ceux des autres. Et ça peut rendre difficile le fait de s'affirmer, de se positionner de manière autonome. Une autre cause, ça va être la transmission des traumatismes générationnels. Donc, les traumatismes vécus par une génération, comme la guerre, la pauvreté, les persécutions, etc., peuvent être vécus par la génération suivante de manière indirecte, à travers des mécanismes tels que l'anxiété, la peur ou des troubles comportementaux. Cela peut affecter la manière dont une personne perçoit son droit à exister, à s'affirmer ou à prendre sa place. La transmission de la souffrance non résolue d'une génération à l'autre peut rendre difficile le développement d'une confiance en soi et d'une autonomie saine. On retrouve également le fameux triangle de Karpman, donc les fameux rôles de sauveur ou de victime ou de bourreau. C'est-à-dire que dans certaines familles, va être transmis des rôles stéréotypés, comme celui du sauveur ou de la victime. Par exemple, un enfant qui grandit dans une famille où un parent est constamment en crise ou dans le besoin d'aide, il pourrait être amené à endosser le rôle du sauveur. À l'inverse, si une famille a toujours nourri l'idée que certains membres étaient des victimes d'une circonstance sociale, économique ou même affective, ça peut nuire à la capacité de l'individu à s'affirmer, à prendre sa place et à se voir comme quelqu'un de capable et d'indépendant. Et on le voit notamment dans des familles où la mère ou le père est instable psychologiquement. Admettons, tu as une mère qui est borderline, bipolaire ou voilà une autre pathologie mentale. Mais en fait, toi, en tant qu'enfant, si tu grandis dans une famille où voilà ton parent il est défaillant, entre guillemets, il a tout le temps besoin d'aide ou il est toujours en crise, tu vas prendre ce rôle de sauveur. Tu vas être tout le temps là, en fait, finalement, pour maintenir ton parent, pour lui maintenir une certaine structure interne. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, t'es pas à ta place d'enfant. Tu deviens limite le thérapeute de ton parent. Donc là, l'idée, c'est de reprendre pleinement sa place d'enfant en le travaillant en constellation, parce que sinon, à l'âge adulte, tu risques de faire des transferts et de continuer ce schéma finalement en le projetant sur d'autres personnes, dans ton boulot, dans tes amis, etc. 9e cause, la honte transgénérationnelle.
La honte, c'est une émotion qui peut se transmettre de génération en génération, souvent sans que la personne en question en soit consciente. Des familles qui ont été marquées par des secrets, des non-dits, des événements honteux comme des scandales, des échecs ou des humiliations publiques, peuvent transmettre une forme de honte collective qui empêche les individus de prendre leur place avec assurance. Les descendants de ces familles peuvent ressentir une gêne à s'affirmer ou à s'exposer par peur de répéter les erreurs du passé ou de ne pas être à la hauteur des attentes invisibles. Donc en conclusion, les causes transgénérationnelles des difficultés à prendre sa place, elles peuvent être profondes et complexes, car elles touchent à des croyances, à des traumatismes, à des rôles familiaux, à des dynamiques de groupe. Et pour les surmonter, il est essentiel de prendre conscience de ces influences et de travailler à les déconstruire. Souvent avec l'aide des constellations, de l'hypnose ou même de l'art-thérapie, moi c'est ce que je fais, on peut réussir à déconstruire ces dynamiques familiales et ces traumatismes transgénérationnels. Ça permet d'apprendre à s'affirmer de manière saine tout en respectant l'espace et le territoire des autres. Tout ça pour arriver à la question, mais finalement, comment je fais pour prendre ma place en respectant le territoire de chacun? Comment est-ce que je fais? Et bien en fait, pour prendre sa place tout en respectant les territoires, il va falloir de la sensibilité, de la bienveillance et une bonne communication. Pareil, je vais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez le faire en conscience. Tout d'abord, il va falloir reconnaître vos limites et celles des autres. Chaque personne a son propre espace personnel, ses propres besoins et ses propres valeurs. Il est essentiel de respecter ses limites, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques. Il va être important aussi d'exprimer clairement ses besoins. Il est important de pouvoir prendre sa place sans envahir l'espace des autres. Et pour cela, il faut savoir communiquer de manière claire et respectueuse sur ce que l'on attend ou on souhaite, sans imposer ses désirs. Écouter activement et attentivement, j'allais dire, parce que prendre sa place, ça signifie pas imposer son point de vue, mais aussi écouter et prendre en compte les besoins et les attentes des autres. L'écoute active montre du respect et permet de trouver un équilibre entre ses besoins et ceux des autres. Cultiver l'empathie, c'est comprendre les perspectives des autres et se mettre à leur place. Ça va être fondamental pour ne pas empiéter sur leur territoire. L'empathie aide à naviguer dans les interactions sans provoquer de malentendus ou de conflits. Il va falloir aussi évidemment adopter une attitude assertive. Cette assertivité dont je parle depuis le début de ce podcast, donc je le répète, mais ça consiste à exprimer ses opinions, ses sentiments, ses besoins de manière honnête et respectueuse, sans se laisser faire, ni écraser l'autre. Ça permet de prendre sa place tout en respectant celle des autres. Il faut aussi également respecter les règles sociales. Dans certaines situations, il existe des règles tacites ou explicites concernant l'espace et la manière de se comporter avec les autres. Savoir s'adapter à ces règles est un signe de respect pour le territoire des autres. Et évidemment, il va falloir éviter les jugements et la domination. Prendre sa place n'implique pas de chercher à dominer ou à juger les autres. Il s'agit de trouver un juste milieu où chacun peut s'exprimer et être reconnu. Donc, en résumé, il s'agit d'une démarche d'équilibre. Comme la vie en général, c'est ce qu'on cherche, on cherche l'équilibre. Affirmer sa présence de manière respectueuse, tout en tenant compte de l'espace, des besoins et des sensibilités des autres. La clé est dans l'échange et le respect mutuel. Mais évidemment, on garde en tête qu'il faut qu'en face, vous ayez affaire à quelqu'un qui soit aussi sain et équilibré, entre guillemets. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes face à quelqu'un d'hypocrite qui fait des coups bas, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas communiquer, ça, je trouve que c'est vraiment des situations très complexes. Parce que quand vous êtes dans une démarche de poser sainement vos limites, d'avoir un échange avec la personne en face, mais que par exemple la personne elle a des problèmes de com, qu'elle est incapable de communiquer sainement avec vous et qu'elle préfère prendre la fuite, bon bah là la situation est un peu plus complexe. Donc dans ce cadre-là, moi ce que je dis c'est vaut mieux avoir quelqu'un avec qui échanger, un professionnel pour pouvoir trouver les solutions adéquates. Parce qu'encore une fois, ce que je vous donne, moi, c'est des généralités. Bien évidemment que vous pouvez faire votre shopping dans tout ce que je raconte en fonction de votre sensibilité et de là où ça résonne dans votre vie. Mais peut-être que des fois, il y a des cas beaucoup plus complexes qui nécessitent une analyse bien plus profonde. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, on a vraiment exploré cette façon de comment je prends ma place de manière saine, même face à des comportements manipulateurs ou hypocrites. C'est un vrai défi, mais c'est aussi un moyen puissant de préserver notre intégrité, de respecter les autres et de rester fidèle à nos valeurs.
Maintenant, je vous invite à réfléchir un peu plus profondément à ces questions. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de prendre pleinement votre place dans vos relations? Est-ce la peur du rejet, la crainte de ne pas être accepté? Ou peut-être avez-vous des croyances transmises par votre famille ou votre environnement qui vous freinent? Quand vous faites face à une personne hypocrite ou manipulatrice, comment réagissez-vous généralement? Est-ce que vous prenez le temps d'analyser la situation avant de répondre ou est-ce que vous réagissez sous l'effet de la frustration ou de l'émotion? Voilà, quels sont finalement les petits pas que vous pourriez faire pour commencer à vous affirmer davantage tout en respectant les autres? Quelles limites saines pourriez-vous poser dans vos relations pour vous protéger tout en restant fidèle à vos valeurs? Et enfin, comment pouvez-vous prendre votre place tout en cultivant une attitude de respect envers vous-même et envers ceux qui vous entourent? Voilà, je vous invite vraiment à prendre un petit moment de réflexion sur ces questions, peut-être même à écrire vos réponses, parce qu'en définitive, prendre sa place, c'est aussi prendre le temps de se connaître et de se respecter. Et cela demande de la pratique, mais vraiment, chaque petit pas compte. Le moindre petit pas de fourmi que vous faites, il est aussi important que les pas de géant que vous pouvez faire. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à le partager. C'est vraiment fait pour aider. Et si ce sujet vous a parlé et que vous sentez qu'il y a un besoin d'un travail plus approfondi, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous individuel, que ce soit en présentiel ou en visio, ou alors venir au stage pour travailler en profondeur votre arbre généalogique, parce que de toute façon, je le rappelle, mais tout ce qui se passe dans nos vies généralement sont liés à nos racines dans l'arbre. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller déprogrammer tout cet inconscient de façon à reprogrammer de façon saine et équilibrée pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous.